voilà, il y a beaucoup de questions. Alors, euh, je pense qu'il faudra que je revienne plus en détail sur les théories de l'action. C'est-à-dire pourquoi les gens se mettent en mouvement. Pourquoi les gens, à un moment donné, veulent contribuer à changer le modèle économique. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose d'important là. Euh, donc c'est à propos de la théorie de l'action. Je commence par ce point-là, qui me paraît transverse à tout ce qui a été dit. Euh, le... En fait, comment dirais-je, c'est normal par rapport à Marcello, c'est normal que nous soyons, on ne peut pas faire autrement, une situation où les gens réagissent à la situation qu'ils vivent, ils réagissent, ils s'adaptent. Il y a une partie de la population qui est amenée à s'adapter. Voilà. Et qui, du coup, son activité est déterminée par grande partie par les contraintes que les institutions ou les autres acteurs leur imposent. C'est une logique d'adaptation. Bon, et dans la consommation, on est très largement les uns et les autres dans la logique d'adaptation. Moi, j'ai très peu de capacité sur un plan personnel, de capacité d'action sur la question de la consommation. On s'adapte. Euh, et c'est vrai en tant que consommateur, mais ça peut être vrai en tant que salarié, et ça peut être vrai aussi en tant que, comment dirais-je, chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise. Il y a une autre partie de la population, comme vous, comme moi, qui essayons de ne pas être seulement dans l'adaptation, qui essayons d'être dans l'action pour transformer la situation. Mais, alors, on appelait ça une avant-garde. Marx, il appelle ça le Parti communiste. D'autres appellent ça l'avant-garde. Euh, ça peut être nous, on appelle ça aujourd'hui une communauté de pensée et d'action. C'est une communauté de gens qui pensent à peu près de la même manière et qui agissent de manière concertée. Bon. On est très peu Vamos fazer uma nombreux. pausa para a tradução, Chico? O pessoal está meio angustiado aí. Voilà, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Et on est très peu nombreux, mais on est très peu nombreux à être engagés, mais c'est normal. Alors, la question de la transformation, elle est plus difficile. De s'engager, c'est plus difficile que s'adapter. Et c'est pas les mêmes rapports aux autres et les mêmes rapports à soi-même. Bon, quand on rentre dans l'action, comme vous, généralement, sur un plan personnel, on est amené à renoncer à certaines choses. Sur le plan personnel, on est amené à renoncer. On met plus de temps dans son travail que les autres. On réfléchit à la maison à son travail. On fait des réunions en dehors du travail. On s'engage. Ça demande des investissements. Et quand on fait ça, on renonce. On renonce à aller à la pétanque. On renonce à dire très souvent à être très près de ses enfants. On renonce à des choses de la vie ordinaire. C'est-à-dire la vie de l'engagement conduit à renoncer à la vie ordinaire. Et sur un plan psychique, c'est pas si facile que ça de renoncer. Ça, c'est le premier point, très important. Le renoncement. Il n'y a pas d'action sans renoncement. Voilà. Et ce renoncement, si on le veut qu'il perdure dans l'engagement, ben, il faut qu'il y ait un système de reconnaissance. Il y a un système de reconnaissance de sa valeur sociétale, de sa valeur politique sociétale. Parce que les renoncements, s'ils ne sont pas reconnus, s'il n'y a pas des lieux de reconnaissance de ces engagements et ces renoncements,
alors soit ça devient sur le plan psychique un refoulement, et c'est très difficile à subir, soit les gens, ils laissent tomber. Et vous le voyez quelquefois, dans des militants qui commencent, ils sont tout feu, tout flamme, ils demandent beaucoup d'énergie. 1 an, 2 ans, 3 ans, après, il n'y a plus personne. Ils sont morts, ils sont essoufflés. Parce qu'il n'y a pas de système de reconnaissance. Donc, la première chose, c'est de mettre en place des dispositifs réflexifs qui permettent aux uns et aux autres de rendre compte des difficultés, de parler des difficultés qu'elles rencontrent dans le travail d'engagement. Regardez autour de vous, même entre nous, aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif réflexif. Il n'y a pas d'espace, même entre nous, on le fait un petit peu, mais pas beaucoup, des difficultés que vous rencontrez, vous et même moi, dans notre engagement, dans mon travail engagé. Il n'y a pas ces espaces de mise en discussion de ces difficultés. Et ça, c'est un problème. Pour entrer dans... C'est un problème pour avoir, sur le long terme, des gens qui vont agir pour transformer. Alors, ces renoncements, ce ne sont pas les mêmes en fonction des personnes et ce ne sont pas les mêmes en fonction des situations sociales qu'ils occupent. Par exemple, pourquoi un dirigeant d'entreprise va s'engager dans nos affaires? Parce que s'il s'engage dans nos affaires, il va renoncer. Il faut repérer à quoi il renonce. Il va renoncer à un certain nombre de choses. Mais à quoi il renonce? À quoi renonce-t-il? Par exemple, un dirigeant, il va renoncer à faire du profit la clé de voûte de l'entreprise. Et il renonce en faisant ça. Il renonce à quelque chose. Il renonce à une partie de son revenu. Il renonce au fait qu'il n'est pas tout seul à prendre la décision. Vous voyez, je prends l'exemple du dirigeant. Et donc, il faut repérer à quoi on renonce. Mais un chercheur, il va renoncer à quelque chose d'autre aussi. Un autre, il va renoncer à un certain nombre de choses. C'est très important de comprendre à quoi on renonce. Mais on ne renonce pas aux mêmes éléments d'une personne à l'autre, d'un acteur à l'autre. Donc, pour moi, le point pour entretenir l'engagement, c'est le premier point, c'est le système de reconnaissance entre nous, mais qui n'est pas là. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas là. Hein. Moi, je ne connais pas les difficultés qu'a rencontré Marcello lorsqu'il a fait sa thèse ou lorsqu'il a été accompagné les projets à Sainte Teresa. Il nous a expliqué ce qui s'est fait, mais on ne sait pas quelles difficultés il a rencontré lui, Marcello. Voilà. Comme personne. Quand je viens au Brésil, je rencontre Chicao. Je ne sais pas quelles difficultés il se heurte concrètement. Je le sais parce qu'à des moments, on parle comme ça. Mais il n'y a pas un espace où on parle de difficultés. C'est-à-dire les difficultés que vous, moi, nous rencontrons dans notre travail professionnel et politique, d'accompagnement des projets, de pilotage de projets ou autres, on ne connaît pas les difficultés auxquelles on se heurte. Ça, c'est un premier problème, parce que si on ne met pas en place un système de reconnaissance, l'élan, il tombe. C'est ça, les dispositifs de reconnaissance, les difficultés que nous rencontrons. Et quand nous faisons ça, alors, quand nous prenons le temps de parler de ces difficultés, alors ça crée comment dirais-je, un plaisir en soi qui entretient l'engagement. Et vous voyez, les gens qui hésitent, soit être des personnes ordinaires qui sont dans la logique d'adaptation, soit qui sont des gens engagés comme vous, cette hésitation entre subir et agir, elle est très liée à quoi bon agir, puisqu'on ne va pas être reconnu, on va être isolé, à quoi bon agir? Il y a quelque chose de très intime là, c'est un problème très important. Si nous voulons attirer de nouvelles personnes à s'engager, nous devons attirer plus. Ce que disait Marcello, c'est que c'était justement difficile, on était peu nombreux à faire ça, on cherche à faire venir d'autres.
Et à ce moment-là, il faut que le fait de nous rejoindre dans l'action, il y a une reconnaissance sociale de cet engagement. Parce qu'ils savent très bien qu'en s'engageant, ils vont renoncer à d'autres choses. Vous voyez ici, ça articule l'individuel, le psychologique de l'individu et le collectif. Il faut trouver des formes d'articulation entre l'individuel et le collectif, et que les espaces collectifs soient des espaces de reconnaissance de ce qui se passe au niveau individuel. Voilà. Alors, le mouvement d'engagement dont parlait Marcello ensuite, et vous êtes plusieurs à avoir identifié, ce mouvement d'engagement, il va tourner aussi sa source sur l'enjeu d'émancipation. Voilà. La question de l'émancipation, c'est une question très, très, très importante. Et les questions, donc je crois que c'était, si je ne me trompe pas avec mes notes, Miliana qui avait parlé de ça, la question de l'émancipation dans le travail, par le travail. Alors, qu'est-ce que veut dire émancipation? Alors oui, il y a émancipation. Pardon, vas-y, oui. Tu veux traduire ou tu veux que j'y aille? Alors, l'émancipation, il passe d'abord par une liberté d'exercice de réunion, l'exercice, on va dire que la liberté, elle passe d'un point de vue politique sur la possibilité de se réunir et de discuter, justement, dans cette organisation réflexive. Si on ne peut pas se réunir, vous voyez, c'est déjà un problème. Bon, aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, on peut se réunir, mais si vous êtes en Chine, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous réunir. Bon, donc, là, il y a une dimension politique, de pouvoir politique, de domination, mais qui est aujourd'hui pas encore complètement résolue, mais quand même qui est grandement résolue, c'est-à-dire la possibilité de discussion, de parler, discuter, d'écrire, de faire savoir et de se réunir. Et on voit bien, les femmes en Iran, elles n'ont pas de liberté. Hein. Donc, c'est pas complètement réglé cette question. Mais bon, au Brésil, elle est principalement réglée. Au France aussi. Reste quelquefois l'impossibilité de se réunir sur les questions du travail. Donc ça c'est le premier point de l'émancipation. Le deuxième point de l'émancipation, c'est de lutter contre l'aliénation. C'est-à-dire de lutter, l'aliénation, c'est l'incompréhension des situations que l'on vit. Alors il y a une aspiration des personnes, et notamment de nous, à comprendre, à essayer de comprendre pourquoi on est là tous ensemble, parce qu'on a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. On a envie de comprendre comment agir, on a envie de comprendre. Ce n'est pas seulement des connaissances formelles, c'est des connaissances qui sont en lien avec l'action. C'est un problème de compréhension du monde, de ses contradictions et des espaces d'action potentiels. Ça, c'est très important. Et là aussi, il faut prendre du temps, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un espace réflexif pour prendre du temps pour apprendre, échanger d'expériences, échanger à partir de connaissances qui sont inégalement distribuées pour essayer de progresser dans la compréhension de l'action. Voilà. Le troisième point de l'émancipation, c'est la lutte contre l'exploitation. Alors c'est un peu plus compliqué ce dernier point, parce que l'exploitation, c'est le fait que dans les activités de travail ou dans toute activité, il y a un surplus, il y a quelque chose sur lequel il y a une décision d'investissement. On va dire les choses plus simplement comme ça. Il y a toujours des décisions d'investissement. Et ces investissements, elles donnent des indications sur la façon dont on va travailler demain ou la façon dont on va vivre demain. Et toute la question, c'est qui prend les décisions d'investissement? Alors, en d'autres termes, pour arriver à soutenir les processus de transformation et d'action, il faut s'intéresser au processus d'émancipation. Et pour s'intéresser au processus d'émancipation,
c'est pareil, il faut mettre en place une organisation réflexive, c'est-à-dire une organisation qui permet de réfléchir sur la façon dont on agit. Tu veux que je reprenne? Oui. Je disais, pour soutenir les processus d'action de cette avant-garde, hein, de cette communauté de pensée et d'action, pour soutenir l'action, il faut cultiver les envies d'émancipation. Il faut les cultiver. Il faut les développer, ce désir d'émancipation. C'est le moteur. La reconnaissance, elle est là pour soutenir, ça nourrit, mais le moteur, c'est l'élan d'émancipation. Voilà. Alors, le dernier point, c'est pour faire en sorte que le processus qui fonctionne se développe par étapes. On a besoin de le stabiliser, on a besoin de le capitaliser, on a besoin de le pérenniser. Et pour qu'il se stabilise, pour qu'il se pérennise, il faut alors établir des innovations institutionnelles et organisationnelles. C'est pour stabiliser, pour pérenniser les avancées, pour les accumuler, il ne faut pas les laisser flottantes. Il faut les organiser et les instituer. Et donc, il faut émettre des innovations institutionnelles. Voilà. Alors, quand vous avez ces trois grands enjeux, qui est la reconnaissance que les gens engagés renoncent, les systèmes de reconnaissance sociale, individuelle, des problèmes que pose le renoncement, qui sont absolument essentiels à l'engagement. L'engagement, ce sont des renoncements. Et les renoncements, ils doivent être, sur le plan psychologique, on avait le sublimé, ils doivent être dépassés. Ça passe par la reconnaissance, premier point, la reconnaissance de ces engagements et de ces renoncements. Le deuxième point, c'est que le moteur de tout ça faire, le désir derrière, c'est un désir d'émancipation, individuel et collectif, et qui passe par trois points: la liberté, l'organisation, de prise de parole, la question de la lutte contre l'aliénation et la question de la lutte contre l'exploitation. C'est les processus d'émancipation. Et après, pour pas que les choses flottent, pour stabiliser et pérenniser les avancées de l'émancipation, il faut des innovations en termes organisationnels et des innovations institutionnelles. Là, par exemple, pour moi, on essaye d'innover en matière d'organisation de l'enseignement avec des échanges un peu compliqués parce que je parle en français ou des problèmes de traduction. Je suis en France, vous êtes au Brésil, bon, j'espère pouvoir venir rapidement au Brésil. C'est pas si simple à mettre en place. Transférer les idées qui ont été initiées en France à propos de l'économie à fonctionnalité de la coopération vers chez vous, ça demande d'innover en termes de dispositifs, d'organisation. Vous voyez, on essaie d'innover en matière d'organisation. Et après, il faut innover en termes d'institutionnalisation. Mais c'est vrai pour vos propres actions dans vos domaines à vous. Alors, vous voyez, reconnaissance de l'engagement et du renoncement, lutte pour l'émancipation, et ensuite, dispositif d'innovation institutionnelle, c'est ça le cœur, pour moi, de la théorie de l'action, c'est-à-dire de la capacité à créer une puissance d'action collective. C'est comme ça que ça passe. Alors, si vous voulez, comment dirais-je, ça c'est des points importants sur lesquels il faudra qu'on revienne. Comment on entraîne à un moment donné, comment on entraîne ceux qui sont à la traîne, c'est-à-dire comment on entraîne les personnes ordinaires, comment il y a un changement avec les personnes ordinaires, comment il y a un mouvement de personnes ordinaires qui viennent vers l'engagement. Comment on fait ce mouvement-là? Voilà. Par quoi ça passe? Alors pour moi, ça passe par des effondrements et des crises. La crise... Vas-y. Les difficultés auxquelles nous sommes rencontrés dans nos interventions, vous ou chacun d'entre nous, c'est comment on arrive à faire venir plus de monde dans ces actions et à changer l'échelle de l'action.
Pour changer l'échelle de l'action, il faut s'intéresser à trois questions. La question de ce qu'on appelle les failles, c'est-à-dire les contradictions qu'il y a dans les organisations ou chez les personnes, chez les failles. La question des crises et la question de l'effondrement, notamment l'effondrement partiel. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui déstabilisent, c'est des éléments qui déstabilisent le système actuel. Les failles, les crises, les effondrements. Alors, la faille, et là, dans ces déstabilisations, les personnes ordinaires, elles sont à la recherche de nouveaux repères, de nouvelles réponses, de nouvelles solutions. Devant ces difficultés, les failles, les crises, les effondrements partiels, les personnes ordinaires qui ne sont pas engagées, elles ne peuvent plus vivre comme avant, ne peuvent plus continuer comme avant. Elles sont gênées. Et donc, elles sont à la recherche de nouvelles réponses.